chers lecteurs de Tabal de Fouta et de Je suis de Timbi.com. Ce matin, nous sommes à Timbi Madina et le président de la Fédération des paysans du Fouta Djallon nous fait l'honneur de nous recevoir chez lui. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Comme je vous le disais, nous sommes ce matin à Timbi Madina et nous allons nous entretenir avec El Hadj Moussa Para Diallo, président de la Fédération des paysans du Fouta, sur l'impact de la maladie à virus Ebola sur les questions agricoles, sur la production agricole actuelle, sur l'évolution de son organisation qui est une des références au niveau national. Monsieur le Président, pouvez-nous parler actuellement de ce que fait votre organisation? Merci d'abord de venir chez moi pour m'interviewer pour qu'on parle de développement, notamment sur le secteur agricole. Et je vous remercie. Au jour d'aujourd'hui, la Fédération des paysans du Fouta évolue dans 10 préfectures de la Moyenne-Guinée, donc de Mamoun à Koundara, dans les 3 régions administratives, Boké, Labé et Mamoun. Et on a au jour d'aujourd'hui une quarantaine d'unions, près de 900 groupements et aux alentours de 33 000 adhérents directs et 100 000 adhérents indirects. Et nous avons 5 spéculations: le riz, le maïs, l'oignon, la tomate et la pomme de terre. Et nous faisons des actions d'accompagnement telles que des formations en alphabétisation, des aménagements, des constructions de magasins, des constructions de petits ponts, d'alots et des réfections de bouts de piste de 5 à 10 km, etc., etc. Mais pour ça, on a une équipe technique d'une 60aine de personnes composée essentiellement de jeunes sortis de nos écoles professionnelles et de nos universités. Et nous avons à la tête de ces gens-là un docteur de son état qui a fait sa formation à l'étranger. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons une production acceptable au niveau de la pomme de terre. Je ne dirais pas qu'elle est costaud, mais elle est acceptable aux alentours de 35 000 tonnes. Au niveau de l'oignon, nous oscillons aux alentours de 5 à 7 000 tonnes. Au niveau de la tomate, aux alentours de 2 500 à 3 000 tonnes, etc., etc. Et nous venons de commencer le riz et le maïs. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons des groupements, c'est la structuration de la base au sommet. Nous avons des groupements à la base, au niveau du village. Nous avons des unions, et nous avons la fédération. Mais dans ces 3 niveaux, on ne parle que d'économie. D'économie au niveau du village, au niveau de la sous-préfecture ou au niveau de la préfecture et au niveau de la région. En cela, parce que nous parlons de petit outillage agricole, des intrants agricoles, des magasins de stockage. Si je vous prends le cas de Timbi, vous avez au jour d'aujourd'hui la plateforme pour gérer et réguler le prix de la pomme de terre. Et c'est quelque chose d'intéressant. Mais si nous revenons un peu en arrière, au départ, personne n'en voulait. C'était difficile. Mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde l'accepte. Tout le monde veut y adhérer, veut travailler avec, parce que tout simplement, depuis 20 ans maintenant, nous importons et nous passons à crédit aux gens. C'est nous qui nous engageons à prendre le crédit en banque, dans les banques privées, et nous achetons les intrants agricoles et nous prêtons aux paysans qui n'ont pas grand-chose pour aller acheter, pour aller emprunter en banque. Tout à fait, tout le monde veut adhérer, tout le monde veut participer. Est-ce qu'on peut savoir quel est le poids de l'implication des jeunes et des femmes? Parce que c'est quand même 2 couches extrêmement importantes, 2 couches qui sont porteuses de développement. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, je ne dirais pas qu'on peut le dire, parce qu'on n'a pas fait une enquête. Pour ne pas dire des mensonges, il faut relativiser le poids. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que ça a un poids parce que
des gens antérieurement qui étaient en Espagne, au Portugal, en Angleterre, etc., reviennent s'investir. Donc, c'est qu'il y a de l'importance, c'est qu'il y a un poids. Et ça, ce n'est pas des vieux, c'est des jeunes. Et au niveau des femmes, jadis, des femmes qui n'avaient pas 1000 francs, aujourd'hui, elles sont en train de construire elles-mêmes le petit magasin, acheter un lopin de terre et faire des actions sociales au niveau de leur famille. Au fait, c'est elles qui donnent la dépense et c'est quelque chose d'intéressant. Mais à dire qu'il y a quelque chose de techniquement bien étudié pour dire voilà, je ne pourrais pas vous le dire. Seulement au niveau de la fédération, il y a 64% de femmes qui adhèrent au niveau de la fédération. Donc il y a un poids. Donc les gens sont intéressés et la gestion est plus ou moins saine au niveau de la gestion des femmes. Et donc voilà ce que je peux répondre comme ça à tue-tête. Okay. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites pour permettre l'émergence des femmes à des postes de décision au niveau des postes de responsabilité au niveau des groupements, au niveau des unions de zone et au niveau de la fédération? Disons qu'on ne fait pas grand-chose, mais on essaye tout au moins de tout mettre en liberté. C'est-à-dire que nous n'intervenons jamais au niveau d'une élection à la base. À eux de décider. Nous disons que l'élection est libre et démocratique et que chacun est libre de poster sa candidature pourvu qu'il n'ait pas d'antécédents au niveau du vol, au niveau des dettes, au niveau des mensonges, etc., etc. Et c'est quelques conditions qui peuvent l'empêcher d'y aller, d'être candidat. Le reste, on n'a pas, il n'y a pas un mot de la part de la fédération au niveau d'un groupement ou au niveau d'une union. Parce que comme ça a évolué, on pense que demain, les gens vont oser aller petit à petit, d'abord aux unions, ensuite au niveau de la fédération. On voudrait qu'il y ait au moins une cinquantaine de candidatures au niveau de la fédération. Mais pour cela, il faut préparer le terrain. C'est ce qu'on est en train de faire. Et donc, nous n'intervenons pas. Nous laissons les choses marcher comme ça se doit. Et parce que si on intervient pour dire obligatoirement il faut une femme, on va nous mettre n'importe qui à la tête. Si on intervient pour dire il faut obligatoirement mettre un jeune, on va mettre n'importe qui. Mais on dit juste il faut que ça soit libre et démocratique. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que votre organisation fait aussi en termes d'alphabétisation, en termes de facilité aux différents agriculteurs, aux jeunes femmes à l'accès au savoir? À ce niveau, on a une cellule chargée de formation qui fait de l'alphabétisation, qui a recruté près de 500 personnes qui font des formations au niveau des groupements, au niveau des unions. D'abord en alphabétisation et en post-alpha, pour renforcer déjà ceux qui ont eu la formation de base. Parce que nous sommes sûrs et certains qu'on ne peut pas tourner en économie si les gens ne savent pas lire et écrire au bas mot. Mettons qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ces gens qui ont été formés, ils savent écrire, ils savent calculer, ils savent additionner, et c'est quelque chose d'important. Et ça, c'est à partir de l'alphabétisation. Mais tout ça, c'est un mouvement d'ensemble. Et dans toutes les préfectures, il y a un noyau qui est là pour dire, nous voilà, c'est nous qui faisons l'alphabétisation au compte de la fédération. Et j'avoue que ça tourne plus ou moins, mais nous ne sommes pas encore satisfaits parce que tout le monde ne lit pas, tout le monde n'écrit pas aujourd'hui, mais quand même, on a 30% de nos adhérents qui savent lire et écrire, ils ont des carnets économiques, là où ils notent ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont produit et ce qui leur reste au niveau de la famille. Tout ce qu'ils ont investi,
il y a dans ces carnets. Donc c'est quelque chose d'intéressant quand c'est eux-mêmes qui écrivent, alors qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ne pouvaient pas le faire. Allons un peu plus à l'échelle au niveau national. Vous êtes également le président de la Confédération des organisations paysannes de Guinée. Comment se porte cette organisation? En gros, disons que, vous savez, construire quelque chose n'est pas facile. Et tu as des flèches qui viennent de partout, surtout dans un pays aussi politisé que la Guinée. Mais c'est moi qui le dis, ce n'est pas vous qui me posez la question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on essaye de mettre dans chaque région des répondants. Des répondants qui doivent à la fois dire à la base, voilà ce qui se passe au niveau national, mais dire aussi au niveau national, voilà comment l'agriculture se porte au niveau de la base. Et donc on fait ces échanges, on fait des petites formations, on fait des actions de plaidoyer ensemble, on fait des visites inter-union, inter-préfecture, inter-fédération, etc., etc. Et on essaye de tenir une administration des organisations paysannes. Voilà en gros le départ. Mais c'est quelque chose de propre et de bien mené pour un départ. Mais vous savez, le pays étant ce qu'il est, c'est pas évident de faire tourner la machine comme on le voudrait. Mais bon, on y va. Ce qui est essentiel, c'est que jusqu'à présent, que ce soit les politiques, que ce soit les gérants du pays, personne ne se mêle là-dedans, sinon que pour nous accompagner. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les différentes spéculations, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, qui sont faites au niveau des différentes régions du pays et quelle est l'importance? Disons que les différentes spéculations faites au niveau du pays, si tu prends la forêt, c'est le riz, le café, le cacao, la banane plantain et la banane douce. Et au niveau de la Haute-Guinée, on fait le riz, l'igname, le maraîchage, etc., etc. Au niveau de la Basse-Guinée, on fait le riz, le sel, un peu de maraîchage et l'ananas, un peu de banane, etc., etc. Au niveau de la Moyenne-Guinée, comme je disais tantôt, on fait un peu du maraîchage, tout ce qui est pommes de terre, oignons et tomates. On fait le riz, le maïs, donc les céréales, et on fait un peu de plantation au niveau de manguiers greffés, des avocatiers, et un peu de miel aussi. Ça, c'est dans le domaine de l'élevage. Ok, après avoir fait donc le tour d'horizon de toutes ces structures qui existent, depuis le début de l'année 2014, notre pays est confronté à la propagation de la maladie à virus Ebola. Est-ce qu'on peut savoir quel est l'impact de cette maladie sur la production nationale? Oui, je dirais un mot. Vous savez que quand une maladie qui tue arrive dans un endroit, tout le monde fuit la production, tout le monde se serre la ceinture en restant chez soi, et donc ça freine l'élan économique. Et donc ça a freiné énormément l'élan économique du pays, de la Guinée, mais aussi à cause de la fermeture des frontières, les gens se sont découragés. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'ai dit au chargé des relations avec les élus d'aller prendre des photos des champs qui ne sont pas récoltés en choux. Parce qu'en ce moment, on devait récolter les choux pour les envoyer au Sénégal et puis à Conakry. Mais à Conakry, vu que le marché est encore restreint parce que tous les partenaires au développement sont partis et beaucoup ont fui le pays, et donc les consommateurs sont réduits. Et quand l'économie ne tourne pas, personne n'achète. Et donc ça fait un frein. Et donc le frein, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ont peur d'envoyer des gens pour faire des kilés, donc aider à la production. Ensuite, les gens ont peur de se retrouver pour faire des récoltes. Les gens ont peur de se retrouver, par exemple, pour battre les céréales, etc., etc. Mais aussi,
puisque les frontières sont fermées, tout ce qui est récolté n'étant pas forcément consommé dans le pays, pourri dans les magasins, et donc le prix de revient d'un truc, par exemple, du maïs, si mettons que c'était 10 francs, et tu es obligé aujourd'hui de le revendre aux alentours de 2-3 francs. Et c'est excessivement grave. Mais tu sais, en économie, on ne se rend pas compte de la perte au jour où il y a la fermeture de la frontière, au jour où le partenaire est parti, parce que tu as encore des réserves. C'est le jour où, quand on avance, peut-être dans 2 mois, dans 1 an, on saura l'impact. Et ce qui est sûr, c'est que les plus vulnérables, étant les paysans, étant les ruraux, étant les gens qui n'ont pas d'aide, évidemment, ça fait un problème très sérieux à notre niveau parce que l'impact sera catastrophique pour nous. Ok, donc nous venons de faire le tour par rapport aux freins de différentes productions qui sont causées par justement la maladie à virus Ebola. Qu'est-ce que votre organisation ou les 2 organisations que vous dirigez font pour justement sensibiliser les paysans, les populations sur le danger de la maladie? Okay. Alors là, nous avions pris très tôt le devant pour dire aux gens, c'est vrai qu'Ebola existe, c'est vrai qu'il faut s'en méfier, mais c'est vrai qu'il ne faut pas abandonner aussi la production. Et parce que si vous abandonnez la production, vous mourrez. Parce que la maladie la plus grave, c'est de rester sans manger, sans avoir de quoi manger. Alors on a sensibilisé les gens pour dire que Ebola c'est une vérité, mais il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut continuer à bosser comme si Ebola n'existait pas, plus que même que vous ne bossiez au départ. Parce qu'en ce moment, ils ont de quoi manger, ils ont de quoi se vêtir, ils ont de quoi se loger. Demain, quand Ebola partira, ils seront toujours actifs et ça va marcher. Parce que ce qui est sûr, c'est que tout le monde est en train de conjuguer les efforts pour éradiquer Ebola. Et donc, demain ou après-demain, il faut que les gens continuent à manger, il faut que les gens continuent à s'habiller, il faut que les gens continuent à se soigner, etc., etc. Et donc, ne croisons pas les bras, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. La plupart des gens qui nous écoutent, qui nous appellent pour dire qu'ils ont lu, qui nous ont écoutés, sont des jeunes et la plupart vivent à l'extérieur. Qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil à des jeunes qui sont en Europe, qui sont en Afrique, qui sont en Amérique, qui seraient tentés de revenir pour s'investir dans l'agriculture? De façon générale, de façon particulière, qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil aux jeunes qui ont envie de s'investir dans l'agriculture? Disons que je ne dirais pas seulement au niveau agricole. Je leur ai dit, l'aventure c'est une bonne chose. Mais tu risques une chose, si tu t'en vas, tu envoies ta femme, tes enfants vont à l'école là-bas, ils ont appris les coutumes de là-bas, ils risquent de ne pas revenir. Donc ton village est à l'abandon. Il ne faut pas être responsable de l'abandon de ton village, de chez toi, parce que les parents ils vieillissent, ils n'ont pas abandonné chez eux. Il ne faut pas que tu sois aussi responsable de l'abandon de ton village. Et pour cela, il faut revenir. C'est vrai que c'est difficile, parce que pour revenir, s'investir ici, il faut certainement un peu de moins. Mais aujourd'hui, notre pays n'est pas travaillé. L'Europe est complètement... il n'y a plus où pratiquement faire du boulot en Europe. Il n'y a plus où pratiquement faire du boulot aux États-Unis. Ce qui reste, là où il faut travailler, c'est l'Afrique. Et la Guinée en particulier. Et donc, ils n'ont qu'à revenir pour se voir ici en jeune, monter des petits projets, s'accompagner, s'accorder, se soutenir pour aller ensemble. Parce que un jeune avec une formation qui reste dans les bidonvilles européennes, c'est encore une perte, une double perte. Parce que d'abord il a une formation, ensuite il est jeune et demain il va remplacer son père, il n'aura même pas de quoi manger. À plus forte raison, pensez à revenir. Vaut mieux revenir à temps, avant qu'on ne vieillisse, avant qu'on ne soit adulte, pour trouver du boulot, pour trouver un ancrage, un point de chute ici, pour que
les uns et les autres te connaissent à temps, qu'ils sachent qu'est-ce que tu veux faire et ils essaient de t'accompagner, chacun selon ses moyens. Et voilà ce que j'ai toujours dit et j'ai toujours répété, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe. Je le dis haut et fort. Ils ont la formation, ils ont leur place ici. Parce qu'il faut reconnaître, nos écoles ne sont pas les meilleures. Et ils ont un niveau de formation qui leur permet de revenir s'installer. Alors, je leur dis, revenez, vous êtes chez vous et on va vous accueillir. Ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas les mêmes mentalités, mais vous allez nous aider à comprendre que le monde, il faut travailler. Parce qu'ici, c'est le social qui domine. Si eux, ils reviennent, ils vont nous montrer que vraiment, il faut travailler au niveau agricole, au niveau de ceci, au niveau de cela, pour développer le pays. Et comme ça, tout le monde sera à l'aise au point de vue social. Parce que du social ne bouffe que de l'économique. Nous sommes donc au terme de notre entretien et cet entretien était pour deux organes, Tabal de Fouta et je suis de Timbi.com. Je suis de Timbi s'adresse essentiellement aux gens de Timbi Madina. Tabal de Fouta s'adresse essentiellement à ceux qui parlent en langue poulard. Est-ce que vous pouvez passer un dernier message dans cette langue-là à l'endroit des gens de Timbi Madina et à l'endroit des gens des peuples du monde entier qui nous suivent sur ces deux sites? Alors, je vous remercie. Ce que je veux dire aux uns et aux autres, en dehors que je ne sois Peul, que je ne sois ceci ou cela, il faut que l'Africain se donne la main pour travailler l'Afrique. Ce n'est pas à un Chinois, à un Japonais, à un Européen, à un Américain de travailler l'Afrique à notre place, et plus particulièrement la Guinée. Il faut que les gens se donnent la main pour travailler la Guinée. Et on en a besoin que les gens qui ont la formation, qui ont la technique, qui ont l'outil informatique, qui ont les moyens financiers, reviennent pour nous accompagner sur le développement de ce pays. Je vous donne juste un exemple. Et si le tourisme est bien développé en Guinée, chacun pourra trouver ses comptes. Mais cela, pas dans les mains de quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Il faut quand même de la formation pour savoir réfléchir, pour savoir transcrire quelque chose et monter un projet, présenter à des partenaires pour qu'ils disent « oui, ton projet est viable, nous sommes d'accord de l'accompagner ». Quand je dis un partenaire, même à l'État. L'État est le premier bailleur de fonds d'un pays. Et donc, tout le monde a sa place en Guinée et tout le monde a sa place en Afrique. Il faut qu'on se donne la main pour développer chez nous. Je vais revenir peut-être sur une question subsidiaire. Nous avons des lecteurs en Mauritanie, au Sénégal, au Burkina Faso, qui nous écoutent et avec qui nous partageons sur la langue poulard. J'aimerais vraiment avoir un message de votre part en langue nationale poulard. Mi faala ɓe Mauritanie, ɓe Sénégal, ɓe fulɓe Niger, ɓe Nigeria, ara la Guinée, yi'a la Guinée, anda la Guinée, anda ko woni ɗo ko kangere. Kangere wonde takko maɓɓe nde ɓe besoinaki visa fi argol, nde ɓe besoinaki kaalisi buy fi argol, nde ɓe besoinaki kaalisi buy fi natugol e hôtel, yimɓe ɓen ga jaɓɓotoɓe, wernaɓe, tolnaɓe, fiyoɓe yi'u lagine, ɓe anda lagine, yimɓe lagine anda ɓe anda ko honno wurirɗen no foti lagine, no foti no laba. Mi torkiɓe, mi jeejiɓe yoɓe arta hoɓe ndaara ko hikkoyta ɗo wo on tuma en hikkay on jarama. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier d'avoir accepté de nous suivre. Nous étions, comme je vous le disais d'entrée de jeu, le président de la Fédération des paysans de Fouta Djallon. Je vous remercie et bonne suite.